Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Celui qui s'occupe d'un jardin vit dans la surprise. Une surprise presque toujours heureuse, qui éloigne la nostalgie ou les sentiments négatifs. Voilà ce que nous dit Gilles Clément, célèbre jardinier et entomologiste, dans son ouvrage « Des hommes et des jardins ». Cette idée résume en quelques mots seulement notre épisode du jour, puisque aujourd'hui, je vous emmène en Dordogne, à la découverte de l'association Apicultors. J'ai été accueillie dans cette ferme pédagogique par Océane Delahaire, responsable du pôle pépinière de l'association. Dans cet épisode, Océane revient sur son parcours et son enfance au cœur d'une exploitation agricole. Aujourd'hui très investie dans la ferme pédagogique des apicultors, Océane nous partage les coulisses de cette association qui a pour but d'éveiller tout un chacun au monde vivant et à nous encourager à mettre les mains dans la terre. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans la pépinière participative des apicultors. Bonne écoute! Ça y est, je suis bien arrivée sur la ferme des apicultors et j'ai rejoint Océane et un groupe de bénévoles qui s'occupent des premiers semis de l'année. Donc chacun a la mission de semer plusieurs types de graines puisque au sein de la pépinière, il y a quand même 7000 plants qui sont vendus chaque année. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de vent. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite rejoindre Océane et discuter un petit peu avec elle de ce projet. Salut Océane. Salut Jeanne. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui dans la ferme Apicultors en Dordogne. On a pu passer la matinée et le déjeuner ensemble au milieu de plein de bénévoles qui étaient venus vous filer un petit coup de main sur l'exploitation. On va avoir l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup de ton accueil. Avec plaisir. Je te propose qu'on commence sans plus tarder avec ton histoire et qu'on s'intéresse vraiment à toi, à ton enfance. Et j'aimerais bien que tu nous racontes ton premier souvenir avec le monde vivant, avec la nature, ton premier contact, est-ce que tu t'en souviens ? J'ai grandi à la campagne, donc ça fait partie de mon quotidien depuis que je suis toute petite. Donc j'ai des souvenirs très différents. J'ai beaucoup de souvenirs à la ferme, notamment, parce que j'ai grandi avec mes parents qui sont donc viticulteurs et mes grands-parents qui sont paysans, donc j'étais beaucoup dans ce milieu-là. Donc plutôt à la ferme, moins, je vais dire, dans des espaces plus naturels où on allait moins souvent en forêt ou se balader. Mes grands-parents paternels, donc du côté de mon père, qui étaient paysans et qui habitaient à 2 minutes de chez nous. Donc c'était vraiment un endroit où j'allais presque tous les jours et où on passait beaucoup de temps parce que mes parents étaient aussi très occupés. Donc c'était ma grand-mère qui nous récupérait à l'école. Donc ensuite on allait à la ferme. Donc j'ai un souvenir d'un endroit avec beaucoup de passages. Mon oncle aussi est maraîcher, donc dans le même village. Donc il y a vraiment cette connexion au vivant, mais je dirais beaucoup au vivant cultivé. Donc voilà, plutôt cultivé que sauvage. Plus tard, est-ce que tu as eu des rencontres avec ce monde vivant plus sauvage ? Est-ce que c'est un univers qui t'a attiré aussi ou finalement, toi, ton univers, c'est plutôt le monde vivant cultivé, celui de la ferme et des exploitations ? Mais je pense que ça a été longtemps ce monde cultivé, même on va dire par le choix de mes études en tant que paysagiste, on en parlera peut-être plus tard. Mais comme j'ai grandi là-dedans, j'ai l'impression que c'est resté, ça s'est ancré. Je dirais que c'est bien plus tard et presque ces dernières années où je découvre plein de choses sur le monde sauvage et où je vais plus justement me balader en forêt, observer, écouter les oiseaux. J'ai l'impression que
Cette sensibilisation, elle s'est faite plus tard et que j'ai été moins sensibilisée dans mon enfance au monde sauvage. Mais bien sûr, toujours un petit peu. Enfin, on allait quand même se balader. Enfin, il y avait cette relation forcément au pollinisateur avec la vigne. Donc, il y avait forcément un lien. Mais je dirais que je l'ai développé plus fortement ces dernières années en m'intéressant aussi au pistage. Et voilà. Il y avait une notion finalement de travail pour et avec la nature. Tu as grandi avec ces valeurs-là, puisque avec une famille d'agriculteurs, de viticulteurs, il y a ce travail de la terre, ce rapport à la nature qui est assez différent. Ça t'a façonné, tu le disais que tu as entrepris des études de paysagiste. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi que de travailler au contact de cette nature, de ce monde vivant? Ben, je pense. Après, je m'étais jamais vraiment, je pense, posé la question avant ce moment au lycée où on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire après. Et ça a été quand même un passage difficile de trouver sa voie, je pense, comme beaucoup aujourd'hui de jeunes. Mais ouais, je pense que je me suis imprégnée de ça et même je pense que j'en sortirai jamais. Je pense parce que j'ai aussi vu mes parents faire une transition entre un modèle conventionnel et un modèle biologique et j'ai vu la prise de conscience qu'ils ont eue et j'ai grandi avec ça et je pense que ça m'a amené à vraiment ça m'a fait des petits électrochocs qui aujourd'hui je pourrais pas faire de retour en arrière. Donc cette évidence de travailler avec le vivant et comment on peut enfin voilà, être le plus en harmonie et à la fois on a besoin de lui pour voilà, se nourrir, se loger, etc. Ouais, je pense que ça m'a toujours suivi, mais je pense que le virage, on va dire, c'était vraiment ce moment où on nous demande mais qu'est-ce que tu veux faire après? Et moi, je cherchais justement ma voie et ouais, c'était une évidence. J'ai pas voilà. Tu n'as pas eu à tergiverser. Quand tu es arrivée en école de paysagiste, ça me questionne et ça m'intéresse. Tu le disais, tu as vu tes parents transitionner donc d'un secteur plus conventionnel vers un secteur biologique, donc très différent aussi dans la façon, j'imagine, hein, de travailler avec la vigne, de l'exploiter. En école de paysagiste, à quoi est-ce que tu as été confrontée comme modèle? Est-ce que tu as eu des professeurs qui peut-être étaient tournés vers ces modes, plutôt, avec cette idée de respecter le vivant, de chérir la nature ou c'était un peu plus, traditionnel, conservateur malheureusement? Mais on avait vraiment les 2. Ça, c'était intéressant parce que notre école, c'est une école d'agronomie. C'était une école de paysage qui est très vieille, mais qui s'est alliée à une école d'agronomie. Donc l'agronomie se déroule plutôt à Rennes et nous, l'école était à Angers. Mais donc on avait vraiment une partie qui était très agronomique et une partie qui était plutôt paysage horticulture. Donc je me suis confrontée vraiment aux deux, je pense à des échelles beaucoup plus grandes et à des questions enfin voilà, autour de la semence qui était vraiment sur du conventionnel classique. Voilà, on remettait pas trop en question comment ça se déroulait. Et à côté de ça, j'avais des profs de paysage justement qui nous amenaient à regarder ce qui nous entourait de manière fine pour comprendre la manière dont les, les éléments, donc les arbres, les plantes ou la faune interagissent entre elles, pour qu'on comprenne comment les paysages sont façonnés, pour pouvoir ensuite venir y poser notre touche en tant qu'humain. J'avais vraiment ces deux aspects-là. Et j'ai eu le choix à un moment d'aller, on va dire, plus vers l'horticulture, donc qui est vraiment la production de plantes horticoles, et plutôt le paysage, qui amène plutôt vers des métiers d'aménagement, de conception paysagère. Et moi, je me suis tournée donc plutôt vers le paysage, je pense, de par cette sensibilité qui m'a touchée et qui me parlait plus dans ce regard à notre environnement. Mmh. Plus que le côté, horticulture finalement qui était assez éloigné de toi et de ta façon de voir le monde vivant? Oui, et je pense que c'était beaucoup, enfin, il y a aussi beaucoup de personnes ensuite qui sortent de l'école, qui partent dans des grandes pépinières horticoles, voilà, et c'est beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais, et je pense que ça me parlait moins. J'avais besoin dans mon métier d'avoir un côté créatif que je retrouvais pas dans l'agricole, on va dire pur et dur, mais finalement si, parce qu'en fait, au final, dans la manière dont tu conçois ta ferme ou la manière,
Enfin voilà, dans le choix des plantes que tu fais. En fait, il y a forcément de la création, mais c'est vrai que je le voyais pas, je pense avec mon regard, on va dire d'adolescente. Aujourd'hui, je redécouvre un métier qui est entre le paysage et justement l'horticulture ou l'agricole, parce que je me suis vraiment tournée vers les paysages nourriciers. Donc c'est tout un chemin, on va dire, pour arriver à aujourd'hui mes envies et ce que j'ai envie de développer. Mais ce côté créatif était vraiment pour moi central. Fallait qu'il soit présent dans mon quotidien. Quand on t'entend, on comprend aussi comment tu en es arrivé à travailler dans une structure comme Apicultors, qui forcément nécessite beaucoup de créativité, beaucoup d'implication, beaucoup de nouveautés. Il faut avoir quand même l'envie, il faut que ça pétille pour pouvoir faire vivre un lieu comme celui-ci, hein, qui est quand même un lieu, on va y revenir, mais assez grand, assez vaste, qui draine beaucoup de monde aussi au quotidien. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais avant justement de s'intéresser à Apicultors et à ce que tu fais aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous parles de tes premières expériences, voilà, quand tu sors de l'école. Donc tu sais que tu as cette envie de créativité, tu as cette envie de façonner les paysages, de travailler autour des plantes, mais j'imagine que ça reste un peu flou, que tu sais pas exactement dans quelle direction ça va t'amener. Comment est-ce que ça s'est fait, ce cheminement post-études? C'est une bonne question. Ça s'est fait assez rapidement au final. J'ai pris un temps où je suis allée me balader justement, où j'ai un petit peu en France, mais je suis allée, c'était voilà, je dirais 2 mois où je suis allée marcher, visiter les copains, de sentir un petit peu aussi où chacun se positionnait, on va dire post-études. Et puis ensuite, j'ai commencé les recherches d'emploi. Et au début, je me suis plutôt tournée vers des associations qui plantent des arbres, des haies champêtres, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un métier qui allie à la fois, on va dire, gestion de projet et les mains dans la terre. J'avais pas envie d'être que derrière un bureau ou que les mains dans la terre, mais un peu, on va dire, d'avoir le processus de A à Z. Et dans la plantation d'arbres, il y avait ça. Donc, il y avait le conseil aux agriculteurs et ensuite la plantation, enfin voilà, accueillir les arbres, pouvoir les donner, etc. Et puis, au final, j'ai pas été prise. J'avais envie de trouver un métier qui ait du sens. Et puis, c'est Nelly, qui est ma collègue et aussi amie, qui m'a envoyé l'offre d'Apicultors, mais vraiment, je dirais, c'était 4-5 mois après la fin des études. Et donc après, j'ai répondu et j'ai atterri ici dans le Périgord. Donc ça s'est fait assez rapidement, mais c'était vraiment ce choix de garder mes valeurs qui étaient fortes. Oui, tu as été finalement assez intransigeante quant au choix d'un employeur et l'endroit où tu allais exercer ton métier pour rester en adéquation avec les valeurs que tu défendais. Et justement, quelles sont-elles, ces valeurs? Donc, tu as évoqué l'agriculture biologique, ton souhait de respecter le monde vivant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les valeurs qui t'ont porté et qui t'ont amené aussi à travailler ici chez Apicultors? Ouais. Je pense que ce qui est important pour moi, en premier lieu, c'était le travail en collectif. Et du coup, d'avoir, je pense, un projet avec de la coopération entre les différentes personnes et que ce soit pas. Parce que j'ai travaillé dans d'autres structures où, on va dire, les différents projets et les différents secteurs c'était très sectorisé en fait. Et moi, j'avais besoin qu'on puisse travailler ensemble et qu'on s'apporte les uns les autres. Donc l'associatif, c'est un peu venu. C'était une évidence parce que l'associatif propose ça, on va dire plus que le côté entreprise, mais ce qu'au final aujourd'hui, avec du recul, je pense que tout existe. Et donc il y avait voilà, ce volet, je pense, coopération, et après un volet fort social. Et du coup, que ce soit un projet, on va dire, d'intérêt général, qui permette en fait aux gens de se rencontrer, de partager, d'échanger, voilà, de faire du lien entre les gens. Parce que je pense ce qui me touche aujourd'hui beaucoup, c'est l'individualisation et que chacun voilà, est beaucoup dans sa vie, dans son quotidien. Et on perd très fort ce lien aux autres. Et pour moi, c'est notre résilience de pouvoir s'allier les uns les autres dans des moments de difficulté. Et donc, et quand ça s'exprime, c'est beau. Enfin, dans cette pépinière, par exemple, voilà, quand il y a quelqu'un qui demande de l'aide, directement, on a une autre personne qui répond présent. Et ça, je pense que c'était une autre valeur très forte de créer du lien. Et après, pour moi, c'était comment on peut produire de manière durable.
Donc avec toutes ces belles valeurs en boussole, ou en tout cas pour cheminer, ainsi que l'offre que t'a envoyée ton amie Nelly, tu as atterri chez Apicultors. C'était il y a déjà 3 ans. En 3 ans, ça a beaucoup grandi. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 plants qui circulent de la pépinière vers des particuliers qui viennent les acheter. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que on s'occupe d'une pépinière, en quoi ça consiste? Alors avant, il y a un peu la remise en route de la pépinière, donc que ce soit recouper les voiles qui vont servir à protéger les plants, retrier les godets, etc. Mais ça, on va dire, c'est une mission plutôt minime. Mais il y a aussi tout le volet planification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va produire dans notre pépinière, et du coup, il nous faut combien de plants de telle variété, et du coup, combien de graines. Donc, ça commence aussi avec ça, avec cette planification, et du coup, ces achats de graines-là. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, janvier. Et l'achat de matériel, donc que ce soit des godets, du terreau, enfin voilà, on a cette phase-là, janvier-février. Et ensuite, démarrent les premiers semis. Nous, on commence fin février avec principalement les bénévoles qui viennent le mardi matin. Donc c'est un créneau par semaine où les bénévoles viennent semer et repiquer avec nous. Et donc, on commence avec des semis, plutôt les semis qui mettent du temps, on va dire, à germer, et des plants qui mettent du temps à se développer. Donc bien sûr, les tomates, les aubergines, les poivrons. On a aussi quelques vivaces comme du thym, de la sarriette. Et ensuite, les premiers semis, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est assez symbolique. Et ensuite, arrive, du coup, il faut en prendre bien soin dans le sens où nous on les appelle vraiment, c'est les bébés, donc ils demandent, enfin voilà, une vigilance qui est quotidienne. Donc il faut faire attention à l'arrosage, il faut faire aussi attention à la ventilation pour éviter le développement des champignons. Du coup, ça demande, il y a aussi en fonction de l'ensoleillement de la journée, donc une ouverture, une fermeture de la pépinière, mais aussi des voiles qu'on met sur les plants pour les protéger du froid, parce qu'on a, avec le dérèglement climatique, on a beaucoup de gelées tardives qui n'existaient pas avant. Et du coup, avril, on a des gelées, et ça, pour les plants, ça peut être fatal. On a déjà eu une année, c'était la première année où je suis arrivée, où on a perdu beaucoup de plants à cause des gelées. Donc il y a une vigilance un peu permanente à avoir sur l'ouverture, la fermeture. Et puis ensuite vient petit à petit les repiquages. Donc on repique les plants que l'on a semés dans des plus grands récipients, donc dans des godets. Et ensuite on ressème. Et en fait, ce qui est assez important dans une pépinière, c'est vraiment cette planification de savoir, à tel mois, je veux tel plant de telle variété, et de les étaler sur la saison, parce que il y a des personnes qui plantent plutôt en avril parce qu'elles ont des serres, et des personnes qui n'ont pas de serres et qui vont planter après les seins de glace, donc mi-mai. Donc on étale les semis. Donc après, c'est vraiment, on va dire, mars-avril, où on est toujours dans la pépinière, et ensuite commencent les premières ventes. Donc on va dire fin avril, mi-fin avril, où ensuite les plants partent donc dans les magasins de producteurs autour de chez nous. On a aussi des ventes à la ferme. Et puis mai les plants commencent à partir dans les potagers pédagogiques. Et on a aussi un jardin de semences qui nous permet de reproduire de la semence qu'on peut ensuite vendre ou ressemer l'année d'après dans notre pépinière. Donc les plants partent aussi dans ce jardin-là. Et ensuite sur des foires, sur des marchés. Donc on va dire que mai, c'est plutôt dédié à la vente. Et c'est vraiment le moment où il faut écouler tout ce qu'on a, mai-juin. Et durant toute cette période-là, donc on va dire février à juin, qui est vraiment la période active de la pépinière, on a des animations. Et donc, vous avez cette activité qui est quand même assez prenante de la pépinière, parce que tu le disais, c'est un travail à l'année. Donc toi, au quotidien, c'est ta mission d'aller ouvrir la pépinière, regarder comment vont vos bébés semis, comment est-ce qu'ils grandissent, est-ce qu'il faut les repiquer, puisque tu le disais, tu as les bénévoles avec toi en général que le mardi matin. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment ma mission. C'est moi qui gère et pilote ça. Et voilà, on a un cahier de suivi où on regarde, quand est-ce que la variété elle germe, s'il y a une variété qui n'a pas germé, de devoir la ressemer rapidement. Il faut être vraiment sur le qui-vive et assez réactif pendant cette période-là. C'est un moment où on est plus, déjà on est plus dehors et on est plus en lien avec les éléments. Et ça, c'est un moment que j'aime bien parce que ça nous reconnecte au vivant, et ça, c'est important. Là, j'ai regardé même tout à l'heure, je me disais, bon, c'est quoi les prochaines nuits, parce que c'est les premiers semis.
Et j'ai vu que après on est au démarrage, donc pour l'instant ça va parce qu'on a une table chauffante qui nous permet de chauffer juste pour le démarrage des semis. Donc ça c'est un petit confort qu'on a. Mais voilà, j'ai vu qu'il allait faire -1 et c'est toujours des moments où je sais qu'il faut être vigilant, il faut bien mettre les voiles. Des fois on en rajoute aussi. Donc tu le disais, la pépinière, grosse activité pour l'association, avec des gens qui peuvent bien évidemment venir filer un petit coup de main, mais aussi d'autres qui peuvent simplement acheter les plants. Et c'est aussi une façon, j'imagine, de soutenir l'association. Tu as parlé de semences, avec notamment un cahier de semences et puis toute une traçabilité. Comment est-ce que vous choisissez vos semences? Bah, ça c'est aussi une bonne question. On a toujours travaillé avec le Biogerme, donc qui se situe à 1 heure et demie d'ici dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, c'est un groupement de producteurs qui se sont associés pour faire de la semence paysanne. Et pour nous, c'était très important que nos semences, bah, voilà, déjà, elles viennent bah, de pas très loin, parce qu'en fait, ça veut dire aussi qu'elle est plus adaptée à notre terroir. Donc voilà, une semence qui vient du nord de la France, bah, elle sera peut-être moins adaptée à notre climat. Et ensuite, cet engagement qu'a le Biogerme en fait, de sauvegarder des semences paysannes et notamment cette diversité à la fois génétique qui est importante dans les plantes pour qu'elles puissent justement faire face à ce qui arrive, les dérèglements climatiques, etc. Donc c'est important qu'il y ait une diversité génétique, mais c'est aussi important qu'il y ait une diversité de variétés parce que notre patrimoine est en train de s'appauvrir, alors qu'il y a une diversité qui est énorme en termes de goût, même simplement de pouvoir manger des légumes qui se ressemblent pas tous et de c'est vraiment, ouais, c'est sensibiliser à choisir ses graines, c'est vraiment le premier geste et il est important parce que derrière, ça veut dire beaucoup sur ensuite les variétés qui vont partir dans les jardins de particuliers. Du coup, eux, ils vont goûter des tomates, ils vont se dire ah mais celle-là, elle est vraiment bonne, j'ai envie de la reproduire. Ils vont garder les graines. C'est important cette diversité-là et on les choisit pour ça parce qu'eux aussi sont très engagés. Ça nous paraît une évidence. C'est un choix, en conscience, je dirais. Quand vous avez, candidaté au prix, Terre de Femmes, il y avait cette volonté, et elle est toujours là, bien évidemment, de construire un appentis, bioclimatique. Donc un appentis qui viendrait, finalement, s'adosser au bâtiment principal, qui est votre, bâtiment de stockage. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qu'est un appentis bioclimatique? Parce que je pense pas que tout le monde sache, de quoi il s'agit. Et puis en quoi, pour vous, ça ferait vraiment sens d'avoir ce type de structure, au sein de votre ferme? Donc cet appentis, pour nous, il a 2 objectifs. Donc il a un premier objectif de pouvoir, accueillir, plus de monde sur la ferme et d'avoir vraiment un lieu d'accueil où on peut faire des ateliers, des animations, des événements, aussi des formations parce qu'on aimerait pouvoir accueillir des formations, sur la ferme. Et aussi, enfin, il serait un espace de production pour pouvoir agrandir l'espace actuel, mais aussi diversifier ce qu'on fait déjà, donc d'avoir plutôt aussi plus de vivaces, donc des petits fruits comme des groseilliers, des framboisiers, et d'autres peut-être aussi des arbres champêtres voilà, qu'on produirait dans cette pépinière-là. Et donc cet appentis, nous, c'était une évidence de le penser bioclimatique, parce que le bioclimatique, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure inertie thermique à l'intérieur de l'espace, et du coup d'avoir, par exemple, le mur en pierre qui puisse emmagasiner la chaleur et la redistribuer la nuit. Pour exemple, actuellement, on le fait dans notre pépinière avec des bidons qu'on a installés remplis d'eau sous les tables et qui permettent, pareil, d'emmagasiner la chaleur la journée et de la redistribuer la nuit, ce qui permet d'avoir moins d'écart de température parce que les plants n'aiment pas ces écarts trop forts, en fait, entre les températures du jour et de la nuit. Donc on l'a pensé bioclimatique, notamment avec voilà, ce mur qui viendrait en pierre chauffer et redistribuer la chaleur. On installerait aussi tous un système de récupération d'eau de pluie avec les toitures. On la construirait en polycarbonate et ça, c'est un matériau, en tout cas du moins tout ce qui est toiture, et c'est un matériau qui aussi emmagasine plus la chaleur et qui garde la chaleur à l'intérieur, à la différence de la bâche plastique. Donc voilà, c'est comment on peut avoir un espace modulable selon les saisons. Et nous, on en aurait besoin toute l'année. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans la serre, j'imagine que l'été, vous ne pouvez pas vous y installer et il faut plutôt, déserter, parce que c'est pas du tout isolé et ce serait, on est tout frais, quoi. Exactement. Alors, tu le disais, toi, ça fait 3 ans que tu as rejoint Apicultors. L'association est un peu plus ancienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à mesurer l'impact de toutes les actions qui ont été
entrepris par l'association, que ce soit les ateliers, les animations, la distribution de plans, la revente aussi. Voilà. Comment est-ce que vous mesurez cet impact? Alors l'impact, on l'a mesuré beaucoup au début, je pense par la mobilisation. Il y a la création de la ferme pédagogique. Donc voilà, il y avait plusieurs. Enfin, c'était des moments vraiment de temps collectif où les personnes venaient participer à des ateliers de construction de ce projet-là. Et ensuite, on a aussi intégré des structures locales. Enfin voilà, que ce soit le centre de loisirs, la crèche. Enfin, c'était des structures qui étaient intéressées, qui nous soutenaient dans notre projet. Donc il y a vraiment eu, je pense, cette mobilisation-là qui montre aussi l'impact que la ferme elle a et le besoin d'avoir un projet comme ça sur le territoire. Et ensuite, je pense que l'impact il se voit aussi dans je dirais, des petites choses, comme par exemple des bénévoles qui se voient en dehors des créneaux bénévoles ou des enfants qui nous parlent d'une plante dont on leur a parlé la dernière fois. Et tous ces moments-là, je pense que c'est les moments qui nous mettent en joie et qui nous donnent envie de continuer. Ou de voir aussi, ça m'a beaucoup marqué, des personnes en situation de handicap dont les éducateurs nous disent on les voit jamais comme ça au quotidien. Et là, direct, on leur dit il y a potager, ils sont en bas, au bout de 2 minutes, ils sont prêts. Et de voir qu'en fait, ça a un impact réel et immédiat sur la santé mentale et physique des gens en face, c'est fort. Et voilà, c'est pas un impact quantifiable, mais je pense que ça nous nourrit au quotidien pour avancer. Je sais pas, ça fait au moins 2 ans. 2 ans, je crois. On rencontre d'autres personnes, on a un échange, ce qui est bien, on rigole bien. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je vais faire des semis de thym. Super. Et toi, Pauline, tu disais que tu es une jeune bénévole. Oui, ça fait quelques mois. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'investir au sein de l'association et de donner de ton temps à l'association? Moi aussi pour l'ambiance, voir du monde et puis faire du jardin, pas du jardinage, mais si, du jardinage et tout ça, avoir les mains dans la terre et tout ça, ça me plaisait bien. Je jardine un peu chez moi, mais je connais rien, donc je me suis dit j'allais apprendre des choses avec les autres aussi. Puis j'ai trié des graines, j'ai nettoyé des zones du jardin, j'ai aussi, alors je sais plus les termes, mais préparer le potager, voilà. J'essaye de venir toutes les semaines, mais quand j'ai d'autres choses de prévues, si j'ai du travail ou quoi, je me dis j'irai plus tard. Un repas comme celui de ce midi où les bénévoles déjeunent ensemble. Voilà, il y avait quand même une douzaine de bénévoles ce matin avec toi pour ces premiers semis. Et c'était assez flagrant, je trouve, la diversité des profils qui étaient présents ce matin, Ouais. avec des gens assez jeunes, d'autres plutôt âgés, retraités, des périodes de vie très différentes, des jeunes parents. Voilà, et ça, je trouve que c'est aussi la preuve que des lieux comme ça font du bien et arrivent à créer du lien. Ouais, c'est ce qu'on recherche, c'est éviter cette polarisation un petit peu voilà, qui se passe aujourd'hui et de se rassembler autour de ces valeurs qui sont communes, la solidarité, le partage de nos savoir-faire. Et voilà, et ce qui est trop beau, c'est aussi aujourd'hui des bénévoles qui sont impliqués depuis 2 ans et puis qui ont des idées et qui, la semaine d'après, arrivent avec un outil qu'ils ont fabriqué ou avec une envie particulière qu'ils ont envie de mettre en place. Et c'est ça qu'on recherche aussi, nous, c'est que les gens puissent s'approprier ce lieu et trouver un espace qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, et ouais, les mardis matins, c'est l'expression de tout ça, mais aussi nos événements. Et aussi, c'est ce qu'on essaie de faire avec le tiers-lieu nourricier, de proposer voilà, des bureaux partagés, mais aussi des espaces pour pouvoir pour accueillir des porteurs de projets agricoles qui souhaiteraient s'installer. Voilà, d'avoir une boutique pour mettre en avant les produits locaux. C'est le plus ouais, de réseau
pour que les gens s'y retrouvent à la campagne, parce que les gens pourraient faire le potager chez eux. Mais en fait, il y en a plein qui viennent ici parce que c'est beaucoup plus facile et ça met beaucoup plus en joie d'être ensemble et de le faire ensemble et de partager les difficultés ou ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu le disais, l'idée, c'est que les bénévoles s'approprient l'endroit. Et là, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui fabrique un petit outil qui revient avec la semaine d'après, pour que chacun puisse vraiment s'exprimer pleinement. C'est aussi ce que vous avez mis en place dans le mode de gouvernance de l'association, puisqu'on n'est pas du tout sur une gouvernance qui serait verticale, avec une hiérarchie particulière. Vous avez vraiment mis en place un système de gouvernance partagée, de gouvernance horizontale. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment ça se passe Bien sûr. et pourquoi est-ce que toi, ça te correspond, ce que tu y retrouves peut-être que tu ne retrouverais pas ailleurs? Oui. Bah, effectivement, notre fonctionnement, donc, c'est la gouvernance partagée. Voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir un ou une directrice qui donne des missions, on va dire, à chacun, mais d'avoir vraiment une responsabilité partagée. Donc, on a chacun, et tu le disais tout à l'heure, une fiche de poste avec des missions bien précises. Donc, on est 5 salariés et ensuite, on a notre conseil d'administration qui vient donc en soutien bénévole dans différentes missions. Donc, nous, on est organisé en pôles. Et en fait, on a différents pôles, des pôles agricoles, mais aussi des pôles de gestion, un pôle tiers-lieu, un pôle programmation annuelle. Et dans ces pôles-là, on a des comités qui sont vraiment des groupes de travail pour venir approfondir des sujets. Donc, par exemple, on a un comité événementiel qui va vraiment s'occuper de l'événementiel sur l'année. Et donc là, peut y avoir des salariés impliqués, des membres du conseil d'administration, mais aussi des bénévoles, parce que c'est une thématique qui leur tient à cœur. Et donc, en fait, on a, nous, salariés, on est répartis, on va dire, dans différents pôles. Et donc, chaque pôle est responsable de ses missions. Donc, on ne va pas se rassembler tous les 4 matins pour décider si on va faire tel événement ou tel événement. Et c'est ça qui permet aussi de déléguer, que la charge ne porte pas que sur une seule personne. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des séminaires associatifs. Donc, en fait, c'est des moments dans l'année, donc des demi-journées, on en a à peu près 5 ou 6, où on se réunit entre le conseil d'administration et les salariés pour prendre des décisions qui sont importantes pour l'association, plutôt des décisions stratégiques. Donc, en fonction d'un financement qu'on a eu, est-ce qu'on se dirige plutôt vers tel projet ou tel projet? Voilà, aussi comment on alloue les ressources que l'on a au projet de l'association. Donc voilà, on a différentes instances qui ont différentes responsabilités. En quoi est-ce que toi, ça te correspond particulièrement? Pourquoi est-ce que tu affectionnes ce type de gouvernance partagée? Je pense que ça nous donne une grande liberté dans notre travail et dans les projets qu'on souhaite mettre en place. Moi, dans la pépinière, voilà, je suis libre de la manière dont je la développe, mais à la fois la gouvernance qui est en place est un garde-fou pour pas aussi que, par exemple, si je pars dans tous les sens, forcément, j'ai des moments dans l'année où je fais un bilan de ce que j'ai réalisé et ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ça me permet d'être assez libre et aussi ça me challenge au quotidien dans la prise de risque aussi que l'on prend. Et je pense que ça, c'est important dans la vie en général. Et effectivement, j'ai l'impression que ça me rend active et ça me permet d'être plus engagée dans mon travail. Je pense que si j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui me dirait: «Océane, tu dois produire 5000 plants de telle variété», j'aurais pas la même implication parce que c'est moi qui choisis mes variétés et vu que c'est moi qui les vends, je choisis des variétés que j'apprécie, même si je sais aussi celles qui fonctionnent. Mais je pense que ça nous engage et donc ça nous permet d'être plus impliqués et de faire des projets qui nous plaisent. Génial. Et finalement, c'est le plus important. La ferme apiculteur, c'est vraiment un modèle assez singulier, assez atypique. Voilà, on n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances de lieux qui pourraient être complètement similaires. En discutant avec toi ce matin, on parlait de la ferme du Bec et Loin, on parlait des Sourciers dans le sud-ouest, la ferme de Marion, mais c'est des fonctionnements un peu différents. Est-ce que toi, il y a des lieux qui t'inspirent particulièrement, qui viennent nourrir aussi ta créativité pour t'occuper de ton pôle pépinière? Voilà, des personnes aussi peut-être? Je pense qu'il y a eu plusieurs lieux et plusieurs personnes dans mon parcours parce que j'ai réalisé beaucoup de stages durant mes études, donc je suis allée visiter des lieux très différents.
Un lieu, plutôt une structure qui m'a marquée, c'est une SCOP salutaire qui est installée allez, à 1 heure et quart d'ici, qui mettait en place des jardins partagés et nourriciers, donc principalement dans les villes, mais aussi à la campagne, avec un volet social très fort. Donc vraiment des jardins co-construits. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis vraiment rentrée dans cette manière, on va dire, un peu différente de mener des projets, c'est-à-dire de le faire avec les gens. Donc il y a vraiment cette expérience-là. Et ensuite, je pense aussi à des amis qui sont installés dans le Gers, la ferme des Mawagites, qui est un lieu un peu hybride aussi entre, il y a de la production de plants, il y a de la production d'arbres et d'arbustes, il y a aussi de la gémothérapie. Enfin, voilà, ils accueillent aussi, font de l'événementiel. Donc ça, c'est des amis qui ont monté ce projet-là il y a quelques années. Et ça a été très inspirant pour moi parce que j'y ai passé pas mal de temps en tant que bénévole. Et ça m'a donné aussi envie d'avoir un lieu comme ça et de pouvoir m'y impliquer à temps plein. Et voilà, d'autres lieux. Il y a un lieu que j'ai jamais visité, mais qui est toujours qui est toujours présent dans nos discussions, c'est l'écocentre du Trégor en Bretagne. Et je pense qu'il nous ressemble. C'est pas une ferme pédagogique, mais c'est vraiment un lieu d'accueil et c'est la pédagogie qui prône. Et pour l'instant, aujourd'hui, c'est aussi un peu notre marque de fabrique de sensibiliser, de transmettre, on va dire, avant de produire. On se sert des outils agricoles pour transmettre, et ça, c'est notre base. Mais l'écocentre aussi du Trégor, c'est un lieu qui m'inspire et que j'aimerais bien aller voir, pour le coup. Après, ce qui m'inspire, c'est aussi les paysans et les paysannes autour. Et quand on se déplace, qu'on va visiter, et leurs difficultés, leur manière de... Enfin, voilà. On essaie aussi d'être le plus en lien avec le monde agricole. Pour le lien avec le monde agricole ou du maraîchage, vous avez bien évidemment les propriétaires des lieux qui sont juste à côté, avec lesquels j'imagine vous êtes aussi amenés à discuter, à échanger, à co-construire de jolies choses. Ça doit donner une autre impulsion aussi au projet. Ah ouais, c'est une chance de les avoir, aussi parce que c'est des personnes qui sont installées depuis longtemps et du coup qui ont une expérience et qui ont aussi l'espace pour accueillir un projet fou comme le nôtre. Et puis ça nous a permis aussi, ils nous ont beaucoup aidés sur l'installation à la ferme, que ce soit pour monter la serre, nous prêter le tracteur. Il y a eu beaucoup de mutualisation d'outils. Là où nous, on n'avait pas forcément de quoi investir. Donc ça, c'était aussi une chance. On a trouvé un équilibre aujourd'hui qui nous permet d'être dans une bonne entente. Génial. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais peut-être que tu partages avec les auditeurs et auditrices de Basilic un conseil ou une recommandation pour celles et ceux qui peut-être n'ont jamais osé pousser la porte d'un lieu comme celui-ci, alors que ce soit Apicultors ou d'autres fermes pédagogiques ou d'autres lieux associatifs. Est-ce que tu as un conseil qui pourrait peut-être les aider à sauter le pas? Je pense que ce qui est simple ici, et moi, ce qui m'aiderait en tant qu'habitante, c'est de passer par le faire. Et du coup, il y a forcément, on vient pour faire. Alors ça peut être un atelier, ou alors ça peut être on vient pour aider sur un chantier participatif, par exemple. Et je trouve que ce faire, il est plus facile pour la rencontre. Si on a envie de rencontrer des gens ou du moins d'apprendre des compétences ou des connaissances. Et ça nous engage peu, finalement, de venir et de faire. Si on est quelqu'un, par exemple, de timide ou on est moins à l'aise socialement, on peut aussi passer par le faire pour pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen d'ouvrir la porte de la ferme pédagogique et de voir si on s'y sent bien. Parfait. Et pour le coup, pour des gens qui peut-être n'ont pas de lieu comme ça à proximité de chez eux, ou trouvent que ça manque, ou aimeraient se lancer dans la création d'un lieu comme celui-ci, ou d'une association comme celle-ci, est-ce que tu as un conseil qui, toi, t'a aidé, qui a pu vous guider, qui vous guide encore aujourd'hui? Je dirais que c'est de s'entourer. Je pense que la force de notre projet de ferme pédagogique, c'est notre collectif. Et on est amené à faire face à différents
obstacles ou chamboulements, et c'est cette force qui nous permet de les dépasser. Donc je donnerais comme conseil de s'entourer et de prendre soin de cette gouvernance et de prendre le temps de la mettre en place, parce qu'une fois qu'elle est solide et qu'on a des rôles définis, des responsabilités, là on peut déployer le projet, les missions, enfin on va dire le concret. Super. Et merci beaucoup, Océane. C'était trop chouette de te recevoir au micro. Et puis, à bientôt. Oui, merci Jeanne et merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le parcours d'Océane et les actions menées par l'association Apicultors vous auront inspiré autant que moi. Cet échange est un bel exemple de ce que je défends ici, chez Basilic. Une écologie concrète, enracinée dans les territoires. Une envie d'agir ensemble à toutes les échelles. J'imagine que vous l'aurez perçu à l'écoute de cet épisode, mais se rendre à la ferme des Apicultors, c'est plonger dans un univers joyeux et vivant. Restez connectés pour découvrir les portraits des autres lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à laisser quelques étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous retrouverez tous les liens utiles et les projets évoqués dans la description de l'épisode. Un grand merci à la Fondation Yves Rocher de leur confiance pour la réalisation de cet épisode de podcast. Et si le podcast vous inspire au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle pour recevoir les coulisses, mes dernières découvertes green et plein d'autres jolies choses. Prenez soin de vous, rendez-vous la semaine prochaine.